Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette émission débat. Je suis Dorcas Temerekilima, une présentatrice sur Kwetu News TV. Nous sommes au mois de mars, un mois dédié uniquement à la femme, une période qui met en lumière les droits, les réalisations et les défis de femmes dans la société. Pour en parler, chers téléspectateurs, nous sommes accompagnés par une invitée, Madame Vivouya Nicole, la visionnaire de l'organisation Éveil de la Destinée, une société où les hommes et les femmes constituent une relève responsable et impactante, chacun selon leur destinée. Bonjour madame. Bonjour, merci. Alors comme vous le remarquez, je ne suis pas seulement avec madame Vivouya. À ma gauche, il y a monsieur Mapson, que je salue avec tout honneur. C'est un opérateur culturel, un écrivain et poète. Est-ce que vous allez bien, monsieur? Ouais, je vais très bien. Alors, cette question que nous nous posons aujourd'hui, ce sont les personnes qui vont nous répondre. Celui-ci va défendre le point de vue des hommes et madame Vivouya va défendre le point de vue de femmes, parce que ça mérite un équilibre total. Alors, je vais me tourner à ma droite, madame Vivouya. Est-ce que la promotion de la femme a créé un déséquilibre par rapport à la place de l'homme dans la société? Merci Madame Tsemere pour la question. Je pense que promouvoir l'éducation de la fille ne diminue en rien le garçon, si je peux dire. Dans une société équilibrée, chaque enfant a le droit d'avoir la possibilité d'apprendre et de développer son potentiel. Parce que pendant longtemps, dans plusieurs sociétés, la fille était parfois privée d'école. Il était arrêté ou ses écoles étaient arrêtées tôt. Alors, encourager aujourd'hui l'éducation de la fille et promouvoir la femme, ça vient juste pour corriger un déséquilibre qui a été dans le passé et qui aujourd'hui ne constitue pas forcément dire que lorsqu'on promeut la femme, c'est nécessairement qu'on est en train de diminuer ou de ne pas prendre en compte le garçon. Oh, effectivement. Alors, madame, certaines critiques disent que malgré qu'on fait étudier la femme, elle finit toujours au foyer. Donc, pour certaines personnes, ça ne sert à rien de faire étudier les enfants-filles parce que finalement, ils finissent juste au foyer, garder les enfants. Que pensez-vous de cette critique? Au fait, le fait qu'une femme soit au foyer n'annule pas la valeur de ses études. Vous allez comprendre avec moi qu'une femme éduquée, c'est une femme qui va éduquer. Quand on prend la femme et on le met en fait dans le foyer, si elle est éduquée, elle va produire des enfants qui sont éduqués parce que son rôle, c'est orienter les enfants. Okay. Son rôle, c'est pouvoir donner une lumière parce qu'elle est exactement à la base. Elle n'est pas éduquée, une femme, c'est juste un poison que nous sommes en train de donner à la société. Je crois que la question n'est pas où la femme travaille, mais est-ce que la femme a eu l'opportunité, la possibilité de développer ses talents, même si c'est fait à la maison et non pas là où nous appelons que non, elle a travaillé. D'accord. Ouais. Ok, merci beaucoup. Il y a cette valorisation de la femme qui doit au moins être reconnue par tous. Alors, je vais me tourner à ma gauche par monsieur Malson. Que pensez-vous de cette promotion de la femme? Est-ce que ça crée un déséquilibre pour l'homme dans cette société? Bon, déjà, au fait, je crois que la première question qu'il faut vraiment se poser, c'est par rapport au fait à ces différentes places. C'est quoi la place de la femme? C'est quoi la place de l'homme dans la société? D'accord. Est-ce que quand la femme retrouve sa place, ça arrive au fait à être une enfreinte ou bien ça perturbe un peu l'ordre naturel établi par rapport un peu à l'homme qui s'est senti un peu bien, là où il s'est trouvé? Moi, je pense plutôt, au fait, la promotion, je crois, je sais pas si je vais entrer un peu plus dans la définition des concepts un peu. La promotion, je sais pas si on la voit un peu dans le sens dans le sens de mettre en lumière un peu la femme, la promouvoir, c'est-à-dire en fait la mettre un peu trop en lumière. Effectivement. La mettre avant, faire à ce que elle la permettre d'évoluer, la permettre de s'épanouir. Ouais. En fait, moi je pense ça ne perturbe rien, mais
il se trouve parfois que des fois on arrive à en abuser quand même. Parce que quand on voit un peu, moi depuis que j'ai suivi, par exemple, quand on dit déjà que le mois de mars, c'est le mois de la femme, je trouve déjà qu'il y a une certaine exclusion. Et déjà, au fait, on veut que la femme soit loin de l'homme alors que les deux, moi je pense, sont faits pour marcher ensemble et pour s'entraider, pour se sortir un peu du trou et pour s'élever. Moi, je crois que la promotion, dans les deux cas, doit être un peu une promotion un peu égalée, dans le sens où la femme, aujourd'hui, les droits de la femme, je crois, on en a parlé depuis des années. Non, c'est sûr. Et je crois que la femme a retrouvé d'une manière ou d'une autre sa place. Et à force de retrouver sa place, tellement elle a retrouvé sa place, je crois qu'elle est en train de perdre aussi sa place. Je dis ça dans le sens où, aujourd'hui, par exemple, face au droit, la femme est là, plus, la voix de la femme est plus entendue que la voix d'un homme. Et on a l'impression que les hommes, le droit ne regarde plus les hommes. Et moi, je suis en train d'aller un peu d'une idée à une autre. Donc, mais je reviens un peu sur le fait que déjà donner à la femme un mois, oui. C'est l'exclure de toute l'année. Donc, selon toi, on devrait juste marcher égal, voir tous les mois ensemble, ou comment? Oui, au fait, nous sommes tous égaux devant la loi, ce qu'on dit. D'accord. Mais déjà, au fait, quand à un moment on dit les femmes d'abord et les enfants, déjà, moi je crois que c'est dénigrer un peu la femme aussi. Ah là, ça dénigre la femme lorsqu'elle réclame le droit, ou ça dénigre la femme dans quelle partie? Moi je pense au fait, à un moment, on peut clamer pour ses droits. D'accord. Et à un moment, on doit s'arrêter à le faire si on a retrouvé ses droits. Wow. Nous sommes dans une période où, je crois, les droits de la femme, surtout dans nos différentes contrées, avec les différentes organisations qui nous ont véhiculé un peu tout ça, Oui. je crois au fait que tout ça est entendu. Il y a beaucoup de filles qui sont maintenant à l'école, par exemple, comme l'a dit Madame Nicole. Effectivement. Avant, au fait, la femme, elle était privée de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, au fait, la grosse réussite, c'est que aujourd'hui, on sait retrouver la femme dans beaucoup de domaines de la vie. Et certainement, peut-être que le droit doit continuer. Quand je dis beaucoup de domaines de la vie, j'ai vu beaucoup de femmes clamer pour le droit. Les droits d'être fonctionnaire, d'être dans la politique, d'être ceci. Mais pour de petits travaux, la plupart des fois, les femmes s'écartent de petits travaux. On dit, ouais, il y a des travaux des hommes, quand c'est pas trop honorable, en fait. On dit des croque-morts, par exemple, les gens qui doivent creuser des tombes au cimetière, les femmes disent, non, ça c'est pour les hommes. Mais quand c'est à la banque, nous sommes égaux, on voit un peu le truc. Alors, Madame Dubois, qu'en pensez-vous que le fait qu'il y ait des femmes qui s'excluent elles-mêmes, hein, parce qu'ils trouvent que non, franchement, même si je suis en train de réclamer le droit, mais ici quand même c'est pour les hommes. Que pensez-vous de ça? Est-ce que c'est dans le cas comme ça, ou bien il y a certaines femmes qui devraient juste se surpasser et commencer à se lancer? D'accord, merci pour cette réflexion. Au fait, quand je suis en train de parler de la femme ou de ses droits, de sa promotion, je suis en train de dire au fait qu'il faudrait qu'il y ait la promotion ou que l'on donne à la femme la chance au fait de se développer par rapport à ses potentialités. D'accord. Il n'est pas question de dire parce qu'on prône l'égalité. C'est l'égalité de quoi? Au fait, nous voulons l'égalité, par exemple, des opportunités, mais chacun par rapport à ses potentialités, chacun par rapport à ses capacités. Je suis vraiment sur ce point, vraiment équilibré, pour ne pas dire il faudrait que la femme prenne la place de l'homme. Au fait, tout revient au début. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés hommes et femmes, il les a créés tous à son image. Ils sont égaux par rapport à la valeur d'abord. Dieu leur a donné une même valeur. Alors, si on vient réclamer que non, il faudrait que la femme puisse être, on la place devant dans l'éducation, on la place devant, je ne sais pas dans quoi réclamer. C'est parce que je disais qu'il y a eu à un certain moment dans certaines cultures un certain déséquilibre. D'accord. Alors,
est-ce que faudrait-il dire que ce déséquilibre est déjà résolu? Ça dépend de chaque culture et puis c'est au cas par cas. Il y a ceux-là qui ont déjà compris, il y a ceux-là qui déjà peuvent se dire non, j'ai les filles, je les emmènerai à l'école ou je vais les emmener à l'école, je vais leur donner une opportunité comme les garçons. Mais si on allait dans la réalité, c'est pas dans toutes les familles. C'est pas dans toutes les familles qu'on a en fait compris cela. Mais aussi, est-ce que ces mêmes femmes ont compris que j'ai cette opportunité de me développer, de me déployer, et est-ce qu'elles l'ont saisi? C'est pour cela que je dirais, nous ne pouvons pas dire que le droit a déjà été, la femme est déjà rétablie dans tous ses droits. Encore faudrait-il dire c'est quel droit, par exemple, parce qu'on peut se dire que en ce qui concerne les études, il n'y a pas autant de problèmes dans d'autres d'autres luttes, par exemple. Mais est-ce que c'est dans tous les droits que la femme a été établie, a été, au fait... Autrement dit, on veut dire que la femme soit d'abord à mesure elle-même de définir quels sont ses droits pour réclamer, parce qu'on ne peut pas réclamer ce qu'on ne connaît pas. En fait, les droits sont déjà élaborés. En fait, je crois que c'est un problème de travailler, de retravailler la mentalité. Parce qu'à une personne à qui on a fait grandir en lui disant « Toi, tu es une femme, tu seras supportée par un homme, même si on te fait étudier, il y aura quelqu'un qui va te prendre en charge, toi tu ne feras que ça, ou toi tu es vulnérable, tu n'as pas droit à la parole, il faut ceci. » Au fait, il y a déjà une certaine façon de voir les choses, façon de réfléchir qui empêche même à la femme de puiser dans sa capacité, dans en fait, ses potentiels. Elle ne sait même pas elle-même aller voir que je suis capable de faire ça même sans pour autant pas trop chercher de l'aide, parce que c'est elle, au fait, cette aide qu'elle est en train de chercher. Alors, est-ce que c'est développer elle-même en tant qu'aide? Connaît-elle, au fait, ce que ça veut dire être aide? Est-ce qu'elle s'est elle-même développée? Alors, il y a une culture qui s'est installée et qui a biaisé, au fait, même l'objectif de Dieu en créant la femme. Alors, si aujourd'hui on peut prôner, dire on veut remettre la femme dans ses droits ou comment, je crois que nous ne devons pas prendre ça et aller dans les abus, parce que là où il y a les droits humains, c'est vrai, il peut y avoir des abus, mais il faudrait que quand même il y ait équilibre, mais que la femme ait cette opportunité elle aussi de se développer par rapport à ce qu'elle a reçu, sans dire que parce que je me développe, je prends la place de l'homme. Si l'homme a des compétences que je n'ai pas, qu'il fasse ce dont il est capable. Encore que nous, les femmes, nous n'avons même pas les mêmes possibilités. Et je veux souligner que Madame Tsemire est ingénieure, je ne suis pas ingénieure. Il y a des femmes qui ne peuvent pas être ingénieurs ou bien qui n'ont pas cette vocation. Il y a même des hommes qui ne sont pas appelés à être ingénieurs, mais elle peut le faire. Donc, qu'elle se déploie, qu'elle se développe dans ses capacités et qu'on la laisse cette opportunité, pas dire que pour bâtir, pour concevoir des plans, il ne faut que les hommes, alors qu'il y a certaines femmes à qui Dieu a donné ce talent, cette possibilité. Monsieur Mapson, vous aurez quelque chose à ajouter par rapport à ça? J'aime bien la réflexion de Madame Nicole, au fait, par rapport à ce point. D'accord. Elle a eu à clarifier certaines choses. C'est par rapport un peu à nos différentes capacités, au fait. Je me souviens, quelque part dans la Bible, je crois, qui parlait, il y a quelqu'un, je ne sais pas, Paul ou je ne sais pas qui parle au fait de la différence de brillance même entre les astres, au fait. Dieu donne à tout le monde une certaine capacité de briller, et tout le monde ne brille pas de la même manière. C'est-à-dire, au fait, autant là j'entre un peu dans ce côté où il y a des grâces qu'on peut partager. Les grâces, Dieu ne les partage pas d'une manière un peu, je veux dire, il va dire je partage au masculin, je partage au féminin, ceci, cela. Mais au fait, il y a ce côté au fait où on te donne, tu arrives, tu brilles, tu arrives, tu fais, tu arrives, tu deviens ce que tu es. Mais je vais revenir un peu sur quelque chose aussi, c'est que en nous créant aussi,
Il ne faut pas qu'on oublie, au fait, il y a de ces choses-là, au fait, qui sont paramétrées par les Écritures. Ouais. Et en parlant des Écritures, au fait, je parle un peu par exemple, de porter la vie. Un homme, ça ne peut pas porter la vie, au fait. Et Dieu, moi je pense même avec ça, Dieu a donné à la femme un corps tendre, un corps assez préparé pour arriver, au fait, à porter, au fait, tout ce fardeau-là de la vie. Et moi-même, parfois, quand j'arrive à réfléchir par rapport à tous ces droits-là que les femmes aujourd'hui revendiquent, bien sûr, je vois que beaucoup de choses ont été résolues. Mais je pense aussi qu'au centre de tout, que ce soit dans toutes les guerres de l'histoire, la femme a été au centre de ça. La femme a été divinisée depuis la nuit des temps. Excusez-moi de dire le mot divinisée. Elle a été divinisée depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça, par exemple, vous allez voir dans l'histoire une Cléopâtre qui va faire à ce que Pompée et Jules César, ils arrivent à se battre, tout ça. Et elle pouvait diriger le monde, mais elle n'a pas pu le faire. Et il y a tant de poèmes, j'aime bien lire les poèmes, il y a tant de poèmes qui ont tant parlé de la femme et ça a dû marcher avec le temps. Et il faut voir en fait comment nous avons toujours cette tendance à faire de nos mères. Je me souviens d'une chanson, je ne sais pas si elle est hérétique ou pas, une chanson où quelqu'un il dit que sa mère c'est son deuxième Dieu. Et son Dieu sur terre, c'est une chanson swahili. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça, ils disent ouais c'est très vrai parce qu'elle a été avec moi et il a hébergé tout le temps et il m'a nourri 9 mois dans son ventre, ainsi de suite, beaucoup de choses. Moi je pense que la femme, à un moment en fait, par rapport au fait, à la valeur qu'on a eu à accorder à la femme a toujours eu une valeur un peu au-dessus de celle de l'homme. Mais il y a deux cas, par exemple, deux cas culturels où la femme a été, la plupart de fois, on dit par exemple, c'est pour de petites choses qu'on est arrivé à dire que la femme elle a été dénigrée, moi je pense. Des petites choses comme dans une culture, on va dire ouais, la femme elle doit plus manger de sauterelles, des trucs comme ça. Les traditions africaines limitent-elles la femme ou au contraire protègent-elles l'équilibre de la famille? Est-ce que les revendications modernes des femmes sont-elles compatibles avec la culture africaine? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a de femmes qui réclament de mariage entre femmes. Et en tout cas, il y a un bazar qui se passe déjà dans le monde. Il y a de femmes qui disent qu'ils ont le droit d'avorter s'ils ne sont pas d'accord avec une grossesse. Tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est compatible avec la culture africaine, en fait? Au fait, la culture africaine a beaucoup de valeurs positives. Je pourrais parler du respect des anciens, la solidarité familiale, je pourrais parler du sens de la communauté. Mais comme toute culture humaine, certaines valeurs, certaines pratiques peuvent évoluer. La culture doit protéger la dignité de la femme, pas la limiter. Alors, la Bible, si on peut dire, par rapport à la Bible, nous voyons des femmes influentes comme Déborah, nous voyons Esther, nous voyons Ruth, nous voyons même Priscille. Donc la foi chrétienne ne réduit pas la femme au silence. La foi chrétienne a donné quand même à la femme une possibilité de pouvoir aussi s'épanouir, de pouvoir réaliser une certaine mission. Alors, sur la question concernant les revendications modernes, les avortements, et puis, je peux dire les transgenres, si on peut dire, les femmes veulent se marier entre femmes. Alors, certaines revendications modernes, je dirais, cherchent, tant soit peu, à pouvoir protéger les droits humains, et c'est quelque chose d'important. Mais pour nous chrétiens, nous croyons aussi que la liberté doit rester alignée avec les principes de Dieu, doit rester alignée avec on doit respecter aussi la dignité de la femme et la morale. Par exemple, la dignité de la femme est essentielle, mais nous croyons aussi que à la valeur de la vie, nous devons aussi ajouter, nous ne devons pas mettre à côté l'identité au fait de la famille, nous ne devons pas mettre à côté ce que Dieu définit de la famille. Donc, nous devons rester équilibrés parce que
comme vraiment tout droit, toute culture humaine, il peut y avoir des débordements. Donc, c'est important de rester équilibré pour ne pas tout embrasser. En fait, je pourrais peut-être un peu ajouter, je ne sais pas si ça sera aussi allé. Moi, je parle un peu de la culture africaine. C'est pas parce que je suis africain que je vais dire que l'Afrique, c'est sans microbes, l'Afrique, c'est un continent des saints. D'accord. Mais je sais, au fait, avec tout, d'une manière globale, quand on dit déjà la culture africaine, c'est trop globalisé parce que l'Afrique est répartie dans beaucoup d'endroits. Je sais que l'Afrique a connu des moments historiques qui ont embarqué. On a eu à apprendre ça dans nos cours d'histoire et également avec d'autres petites recherches. Au fait, mais d'une manière globale, au fait, l'Afrique a protégé certaines valeurs, surtout de la femme. L'Afrique a voulu conserver la pureté de la femme. Moi, je veux dire, la femme dans son identité, je veux dire, excusez-moi pour le mot, c'est même pas ça, ça existe trop. Je ne sais même pas c'est son contexte. D'accord. J'aime bien le dire maintenant. Dans son identité intrinsèque. Oh là là, l'identité intrinsèque. En fait, non, ça n'a rien à voir. D'accord, on comprend ça. Le truc, c'est que, par exemple, il y a la virginité. La virginité, je crois que c'est une valeur que l'Afrique a protégée depuis la nuit des temps. Et c'est qu'aujourd'hui, avec le mélange des cultures, il y a beaucoup de choses qui ont vraiment mal tourné. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui garde sa virginité, par exemple, c'est devenu presque comme une petite honte. On ne sait plus parler de ça. Tout à fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont libres de dire ouais, je suis amoureuse d'une autre fille. On est libre de le dire, mais on a honte de dire qu'on est vierge. Et donc, il y a des valeurs que l'Afrique a vraiment perdues avec ce mélange de choses. Et la femme, en fait, l'image de la femme a été ternie avec un côté du métissage. Par exemple, dans certains textes qu'on a eu à voir, comme le texte de Kamara Ley, par exemple, où sa mère devait faire lever un cheval qui ne devait pas se lever, la femme, elle a juré sur sa virginité sur sa virginité avant le mariage, si elle avait connu un autre homme avant son mariage, que le cheval ne se lève pas. Le cheval se levait parce qu'elle était sincère, elle disait ce qu'elle avait à dire. Là, je reviens dans un texte pour revenir un peu, ça c'est un peu la Guinée par exemple. Et je reviens un peu même ici, même dans nos contrées, qu'on écoute un peu nos anciennes, elles prônaient ces valeurs-là. C'était des valeurs qui pouvaient permettre à ce que la femme garde toutes ces considérations. Mais aujourd'hui, au fait, il faut voir ce qui se passe. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont dans des clips nus. Aujourd'hui, c'est elles qui sont en train de tourner des films pour adultes. Aujourd'hui, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Donc, l'image de la femme, d'une manière, au fait, d'une manière mondiale, si je peux dire comme ça, elle est un peu froissée avec tout ça. Et donc, moi, je pense, en Afrique, ces valeurs ont été gardées jusqu'au temps où le métissage est venu s'introduire. Donc, ça a tout dérangé, en fait. C'était même avant que le christianisme n'arrive. Il y avait des valeurs africaines qui étaient proches du christianisme par rapport à cela. En tout cas, il y a des valeurs de la femme, malheureusement, qu'on est en train de perdre. Et revenons en fait sur ce côté-là où les libertés, comme on a dit, les libertés commencent à franchir un peu. Effectivement. À traverser des choses où on commence à prendre le bien pour le mal pour le bien. Ça devient un peu difficile. Malheureusement, les organisations internationales protègent ça. Il faut voir un peu par exemple ce qu'a fait le Sénégal. Le Sénégal qui vote contre le peuple arc-en-ciel, on peut les appeler comme ça. Aujourd'hui, même l'ONU s'est mis là-dedans pour dire non, c'est pas bien, tout ça. Et on oublie même la guerre qu'il y a en Iran, mais on veut s'attaquer au fait par rapport à une loi. Une loi qui vise au fait à protéger au fait les valeurs humaines. Et moi je pense en fait que c'est le métissage en fait qui a fait à ce que il y ait beaucoup de choses qui arrivent à se perdre, surtout chez nous. Oui, au fait, ce qui est important, est ce que j'ai dit, que dans les lois, dans la culture africaine, il y a beaucoup de choses qui sont positives. Le fait qu'on ait le souci de protéger la dignité, c'est pour cela que je dis que pour ne pas rejeter ce que, je dirais, il y a des valeurs, il y a des droits que, je sais pas, la modernisation est en train de prôner.
lorsqu'ils visent le bien-être ou bien quelque chose qu'on a pu, qui est à corriger par rapport aux certains déséquilibres, je crois que l'enjeu pour l'instant n'est pas seulement les droits, mais l'équilibre entre droit et responsabilité morale. Oui, en fait. Et il y a aussi une différence entre liberté et libertinage, en fait. Ouais. Quand ma liberté blesse quelqu'un d'autre, je dois revérifier si ma liberté reste une liberté. C'est sûr. Oui, au fait, ma conception, c'est que l'homme et la femme ne doivent pas se considérer comme des adversaires. Avant tout, il faudrait qu'il y ait juste une idée d'abord de complémentarité. Et s'il y a des lois, s'il y a des droits, ça doit avoir cela comme sous-bassement. Parce que là où on travaille dans l'unité, là où il y a amour, là où il y a tout cela, en fait, les droits ne sont que perçus que pour protéger, au fait, les personnes. Quand je respecte celui avec qui je vis, la femme respecte l'homme respecte la femme, en fait, là-bas, il y aura pas trop de problèmes. Les droits ne seront là que pour nous aider en fait, à vivre et puis à jouir de ce que nous sommes censés vivre sans oublier les limites que chacun a. En fait, moi je pense que l'Afrique est tellement... je reviens un peu du côté Afrique. Plus vous parliez, plus je revoyais un peu ce que ça fait l'Afrique. L'Afrique arrive à des moments où elle donne des responsabilités au fait à la femme sans lui arracher sa féminité. Et là, je parle par exemple de la tante. La tante, c'est le papa, on l'appelle comment en lingala, on l'appelle tata moassi au fait. Donc c'est déjà un homme mais en femme. Ouais, mais qui reste femme quand même. Même en français, ça que, peut dire ouais. paternel, oncle paternel, je veux dire, bon, dans ce sens-là. Moi je pense en français, quand on ajoute les paternels là, c'est vraiment spécifié, c'est très spécifique en Afrique. Parce que quand on dit tata moassi, je crois, en Kinandé on dit autre chose là. On dit autre chose, mais ça ressemble aussi à... C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, au fait, la sœur à papa, c'est papa au féminin. En femme, oui. Ouais, c'est papa au féminin qui doit dire quelque chose et la chose doit arriver. Elle peut te maudire et ça doit marcher en Afrique, en fait. C'est pour dire, en fait, la place de la femme en Afrique, c'est une place très spéciale. Et l'Afrique a su garder ses valeurs, a su donner à la femme des responsabilités. Je veux dire, certaines responsabilités masculines sans changer, je crois, même le sexe de la femme, en fait. En fait, si par cela, je voulais ajouter une nuance. Alors que l'Afrique était en train de promouvoir la femme, il y a eu quand même certains déséquilibres, comme j'étais en train de le dire. Le fait qu'il a promu la femme, lui a donné des responsabilités, c'est bon. Mais à un certain moment, il a pu la limiter. Parce que quand on parlait de la promotion de l'éducation de la femme, en tout cas, c'est un aspect majeur qu'on a oublié. Et priver quelqu'un de l'éducation, au fait, c'est lui laisser quelque chose et ne pas lui donner la capacité de jouir ou d'utiliser cette chose. C'est pour cela qu'une personne peut avoir autant de potentialité, mais si on ne lui donne pas la chance ou la grâce de pouvoir savoir jusqu'où il peut aller avec ses potentialités, c'est comme si vous le laissez sans valeur. Parce que nous pourrons dire, même si nous parlons de l'Afrique, nous parlons même du Congo, combien de choses nous avons et que parce que nous n'avons pas assez de connaissances, assez d'opportunités, assez de capacités de le faire. Quelqu'un d'autre peut en profiter et peut faire de ça ce qu'il veut. En fait, je serais en train de... Avant peut-être de... Chers téléspectateurs, comprenez nos invités. Ils sont tellement chauffés de vous enseigner tellement de choses qu'on ne peut vraiment pas s'en passer. Oui, Dorcas, c'est hyper important ce que je veux un peu souligner. D'accord. Le truc, c'est que l'éducation de la femme en Afrique, c'est une éducation qui a toujours été là. Moi, je pense, d'une manière moderne, peut-être avec nos écoles. Ce qu'on peut dire, au fait, peut-être, c'est pas ça vraiment qui reste une éducation.
Mais à un moment, en fait, quand on entre dans l'Afrique souche, dans l'Afrique ancienne, il faut voir un peu, il y a beaucoup de filles qui ont été éduquées par des femmes sages, tout ça. Attends, il y a une différence entre sage-femme et sage-femme. Ouais, Mais c'est un il y avait, moment. il y avait, il y avait des femmes qui pouvaient prendre un peu à l'écart les femmes Oui. pour leur donner certaines notions de la vie, un peu de suite. Et les en fait, enseignants en privé, c'était en une réunion privé, entre femmes et ils ouais, enseignaient en fait en tout privé. concernant la vie. Bien Ouais. sûr, par rapport un peu à certaines choses, comment maintenir la société, ainsi de suite. D'accord. Je sais très bien que les choses ont évolué et que les écoles sont venues, il y a eu métissage, gloire à Dieu, en fait, Ouais, ils les sont- femmes veulent étudier, Ouais. elles deviennent En fait, ambitieuses, ouais, tout ça. les hommes sont partis à l'école, Ouais. par après, et comme les choses devaient continuer, Ouais. et les femmes également sont parties Effectivement. à l'école. Mm. Je crois que bon, peut-être bien que la société africaine, c'était une société qui pouvait séparer les deux éducations, éduquer les hommes à part et éduquer les femmes à part. Aujourd'hui, peut-être avec notre modernité, on s'éduque ensemble. Nous ne D'accord. sommes plus dans le côté séparatiste de l'histoire, nous sommes un peu dans le côté où je me mets avec une fille Donc, et ensemble on suit un cours, elle peut être première, je peux être deuxième, on se dit ouais, donc, ça peut. si je ça peut comprends se bien, pour comprendre. vous, déjà, le droit de femme en Afrique est déjà presque au moins un peu résolu parce que ce n'est plus séparé. On considère déjà la femme au milieu des autres, En fait, des comme, hommes. comme j'étais en train de dire, l'Afrique est tellement vaste. D'accord. L'Afrique est vaste, en fait. Mm. Parce que quand je suis ici, il y a des gens qui sont venus, ils nous ont parlé de ces droits, de tout ça. Il y a des gens qui vivent encore loin, qui ne connaissent rien de tout ça, et Effectivement. qui gardent encore je veux dire, leur législation indigène, si je peux. Ouais, excusez-moi tout de à dire ça fait. comme En ça. parlant de ça, de ceux qui sont déjà, ceux qui sont loin, il y a des femmes déjà qui sont ambitieuses. Et c'est là que j'aimerais même qu'on puisse répondre à cette question de savoir si, est-ce que le fait qu'une femme soit ambitieuse, ça permet en tout cas qu'il y a un équilibre. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlait même de famille, dans le foyer, est-ce que réellement les hommes acceptent les femmes qui sont ambitieuses? Parce que, imagine, il y a une femme, et aujourd'hui, il rêve d'être pilote. C'est toute sa vie qu'il rêve de ça. Parce que nous, on sait, en Afrique, une femme, c'est gérer le foyer, gérer les enfants, les éduquer. Comment est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça crée un déséquilibre où les hommes acceptent ça facilement? Ça, je pense que M. Mamson va nous en parler un peu plus. Ouais, bien sûr, je crois que Nicole s'est en train de bien s'armer. Hein. Parce que c'est une grosse Ouais, question. ça sera en tour. Hein. Ne vous en faites pas. C'est une, Ne vous en grosse, faites c'est une pas. grosse question. Mhm. En fait, moi je pense, une femme ambitieuse, ce n'est pas vraiment un grand problème. D'accord. Mais comment elle y va pour son Ah, ambition? ça, c'est ce que C'est vous ça. dites. Hein? C'est ça le problème. Comment la femme va vers son ambition? Ok. Mais avoir une ambition, c'est déjà très bien. D'accord. Mais déjà, quand une femme peut se dire, bon, je vais être ceci, et Mhm. puis elle veut mettre tout le monde à terre, ce n'est plus. Ça ne marche pas. Je crois qu'une D'accord. ambition, ça marche avec des personnes qui nourrissent l'ambition, avec des personnes qui arrosent l'ambition, avec des personnes qui accompagnent l'ambition. Mhm. Ça peut être des hommes comme ça peut être des femmes. Et c'est pour ça, en fait, moi je pense, tout le monde, Mhm. les gens qui ne rêvent pas, ce sont des gens qui ne sont plus vivants. D'accord. Une femme devra avoir une certaine ambition et trouver peut-être un mari capable. D'accord. Pourquoi je ne dissocie pas la femme de l'homme en tout cas. Mhm. Avoir un mari capable de comprendre son rêve, capable d'accompagner son rêve qui est grand. D'accord. Mais si par exemple tu vas, par exemple, là je suis un peu en séminaire de couple là, mais si par exemple tu vas avec une personne qui ne comprend pas ton rêve, c'est une personne qui peut étouffer ton rêve et D'accord. tu ne vas nulle part. Et là, du coup, tu donnes raison à ceux qui disent que ça ne sert à rien de donner de l'éducation à une femme parce qu'elle finira au foyer, par allaiter. Je, Donc, je n'ai pas dit ça. Hein. Ok. Je connais des femmes aujourd'hui qui sont dans l'armée. Mhm. Et Mais vous je- pensez vraiment qu'elles réussissent dans leur foyer? Est-ce que c'est possible d'abord de réussir professionnellement et son foyer? Est-ce que c'est possible? Bon, ouais, bien sûr. Moi je crois la plus grande Je preuve- crois que, la plus chers- grande, en la tout plus cas, grande- comprenez-moi, ils la sont plus les grande- deux mariés, donc la plus ils grande ne vont preuve, la pas, plus grande preuve, ils elle ne est vont devant pas moi. échouer. Ils ne vont pas échouer. Ouais. Donc voilà, parce que là c'est une question vraiment très 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 sensible. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de se lancer, ils se disent mais comment, si je commencerais peut-être cette carrière, ça sera difficile pour moi de me marier et d'être stable. Oui, les autres se sentent étouffés ou quoi? En fait, comme j'ai dit, la plus grande preuve elle est pour moi, c'est Nicole qui est dans l'éveil De la destinée. destinée. Ok. Ouais, et qui effectivement. rassemble des hommes dans un salon
pour leur expliquer comment on peut exploiter sa destinée, comment on peut garder son arriver, héritage. comment on peut se battre pour obtenir tout ça. Déjà, c'est-à-dire, au fait, c'est une femme ambitieuse et qui arrive au fait à changer le monde autour d'elle. Le fait d'être femme ne lui a pas vraiment pas coupé les ailes pour qu'elle déploie les ailes et pour qu'elle arrive à voler. Moi, je pense, au fait, l'ambition, au fait, faut l'accompagner avec des personnes qui regardent comme nous. Et en concluant, peut-être, je finirai peut-être un peu avec, avant de repasser un peu le micro à Mme Nicole, finir peut-être avec le petit adage qui dit, au fait, que on dit que si tu veux voir très haut, tu dois voler avec les aigles et non nager avec les canards. C'est-à-dire, tu dois te chercher des personnes qui croient en toi, qui t'aident à te lever. Parce que la plupart des fois, si tu es entouré des personnes qui ne t'aident pas à avancer, parce que tu n'es pas entouré, mais tu es encerclé. Vraiment. Donc, directement, je me tourne vers madame. On nous a dit que c'est vous qui êtes l'exemple typique. Donc, vous allez essayer de nous parler un peu comment ça peut se passer, que tu puisses réussir professionnellement. Puisque je sais quand même, vous êtes une femme qui travaillait. En même temps, vous êtes dans votre foyer, vous avez autant d'enfants. Et comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que vous comprenez le fait que vous travaillez, vous réussissez? En même temps, vous restez quand même dans la culture africaine, parce qu'on sait que dans la culture africaine, une femme soumise à son mari doit être en tout cas une vraie épouse. En fait, par rapport à cette question, merci d'abord pour, je dois dire, je ne sais pas si ce sont des éloges ou comment. Non, ça se comprend. Alors, merci. Mais je dirais que oui, une femme peut réussir professionnellement et tout en ayant une famille stable. Parce qu'il y a des femmes dans le monde qui y parviennent, qui sont parvenues, qui y arrivent, bien que ce n'est pas du tout assez facile. Je crois que la clé, c'est le partenariat dans le couple. Comme Monsieur Mapson l'a dit, tout dépend avec qui on vole. Tout dépend avec qui on s'y met. Et comment est-ce qu'on fait pour parvenir à concilier certaines choses? Il y a des périodes où on doit juste se dire, ok, comme c'est vrai, j'ai une ambition, c'est vrai, j'aimerais faire ceci, mais je dois tenir compte de dans quelle saison je suis. Je dois tenir compte de comment je le fais, quand est-ce que je le fais. Parce que je n'y vais pas pour y aller, mais je vois... au fait, est-ce que c'est opportun? C'est le moment opportun. Savoir utiliser vraiment la sagesse, là, et savoir utiliser vraiment ce que Dieu nous a donné pour savoir ça c'est le moment, ça c'est pas le moment, pour que nous puissions concilier les deux. Parce que je vois même dans la Bible, on parle de la femme dans Proverbe 31. C'est une femme la femme vertueuse, elle était commerçante, elle pouvait gérer les affaires et puis elle était respectée par son mari, elle pouvait gérer la famille. Donc pour dire que c'est possible, c'est possible vraiment, et il n'y a rien à craindre. Tout dépend de comment est-ce que nous le faisons. Il y a un travail qui doit être fait à la base, chez la femme, chez l'homme. Ne pas dire comme tout le monde le dit, non, une femme qui travaille, elle va dominer son mari. Non, effectivement, ça se voit parce que nous le voyons quand même, comme nos téléspectateurs ne sont pas seulement africains, je vous assure. Il y a des Européens, il y a des Asiatiques, même des Américains. Vous pouvez voir quand même en Europe, pour une femme, ça se trouve normal. Hein. Si il s'engueule avec son mari, finalement il dit « Eh non, tu peux quitter le toit et tu me laisses la maison, tu pars ». Et l'homme se débrouille facilement, il n'a rien à dire, tout simplement parce que la femme a dit. En fait, moi je vais revenir sur... Oh, désolé. Je vais revenir un peu sur la femme vertueuse. D'accord. Ça me donne un peu l'idée de penser que la femme, elle doit travailler doublement. Oui. Elle doit vraiment travailler doublement si elle veut arriver à... Elle doit travailler doublement. Quand on dit doublement, c'est-à-dire l'effort de l'homme, la femme doit faire ça 2 fois. 2 fois. Parce qu'elle doit s'occuper de son mari, de son foyer, et s'occupe aussi de ses rêves. Ah oui. Et voilà, là, est-ce que vous ne voyez pas comme un piège dans cette réponse? Parce que vous dites,
Elle doit travailler doublement. Doublement, ouais. Pour une femme qui comprend ça, je vais dire d'une manière terre à terre, elle peut commencer à se dire, mais bon, c'est moi qui normalement devrais avoir de la force, et donc l'homme n'a rien à me dire, parce que c'est moi qui dois le soutenir, qui doit être un peu plus fort que lui. Et ça crée peut-être des abus, vous ne pensez pas cela? C'est pas une question de force, c'est une question de comprendre sa place. D'accord. La place de la femme? Au fait, De l'homme. je suis un peu biblique, moi, en fait. D'accord. Pour comprendre sa place. Et comme l'a dit Madame Nicole, c'est une femme, elle se réveille très tôt, elle a toujours l'aiguille, tout ça. Oui. Elle travaille. Son mari se réveille après. La plupart des fois, les hommes, c'est pas à dire qu'ils travaillent vraiment beaucoup, D'accord. mais ils ont au fait cette responsabilité de veiller sur tout le monde. Ça, c'est leur place. Un homme, par exemple, dans une hutte, l'homme qui dort derrière la femme là-bas, D'accord. et il a peur de la porte parce que tout peut venir de là. Ça se Parce comprend que pas, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son rôle. Ok. Et Donc, la femme également, c'est un peu ce côté-là. Elle doit vraiment travailler doublement tout en gardant tout. Et une chose que peut-être que beaucoup d'hommes peut-être n'acceptent pas, c'est le fait que même d'une manière biologique ou d'une manière, d'une manière biologique, si je peux dire ça comme ça, oui. la femme, elle naît avec une capacité de résistance au-dessus de l'homme. C'est par rapport au fait à son essence même dans la création. Et c'est pour ça, en fait, si elle peut travailler doublement, c'est pas si grave que ça, au fait. Parce que moi, pour ceux qui sont un peu trop compréhensifs, je veux dire non, je travaille doublement. Et donc, comme je suis en train de vous dire, même en Amérique, hein, il y a des façons comme ça. Et la femme se trouve que c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui fait tout. Et bizarrement, il pense que son homme ne fait rien. Au fait, moi, je crois que c'est question de comprendre le rôle. Par rapport au rôle de chacun, Dieu a capacité chacun par rapport au rôle qu'il devait faire. D'accord. Je me dis déjà, Dieu a créé la femme étant qu'une aide. Disons, à quelqu'un qui sera aidé et quelqu'un qui doit aider. Qui doit avoir plus de, si on peut dire, dans le sens de force. Il y a des fois où on doit aider, s'il faut soulever quelque chose, peut-être qu'on devrait avoir au minimum quand même force égale. Pour que je parvienne à t'aider à ce que tu dois faire au minimum. Je dois avoir quand même force égale. Mais aussi, ça n'exclut pas que je puisse avoir plus de force comme toi. Je ne parle pas juste des forces physiques, mais il y a au fait une force, il y a des potentialités que Dieu a donné à la femme qui l'aide. Au fait, une femme qui se comprend doit comprendre que je suis capable de faire, de répondre aux besoins d'un ménage. Je suis capable au fait de répondre aux besoins d'un homme, mais je peux aller au-delà et faire quelque chose par rapport à la mission que Dieu m'a donnée, qui par exemple n'a rien à voir avec le foyer. C'est une potentialité que j'ai pour dire qu'il y a certaines femmes qui se victimisent trop. Ils ne savent pas et qu'ils sont plus forts qu'elle ne les pense. Il y a une femme qui peut se dire, non, juste parce que, même à l'école, il y a des femmes qui se laissent abuser juste parce que non, j'ai besoin que l'on fasse un devoir pour moi, j'ai besoin on l'abuse juste pour dire, au fait, celui qui donne, il a autorité sur toi. Tu n'as pas, au fait, su que même si tu es venu fatigué à l'école parce que tu as commencé par faire le ménage, tu as commencé par ceci ou cela, ne te limite pas là-bas parce qu'en toi, au fait, il y a une capacité où tu peux te dépasser. Au-delà même de la fatigue parce que tu sais que je suis capable. Je peux faire même quand je sens que j'ai plus de force, mais il y a une force qui vient par la motivation, par le fait que je suis femme, donc je suis capable. Je suis femme, donc je peux aller au-delà des limites que je vois naturelle. Je dois puiser en moi parce que je sais que c'est pas juste la force visible, c'est pas juste ça. Donc je peux aider même en réflexion, je peux aider même donc n'est pas juste avoir l'idée que la femme est fragile, c'est vrai dans un certain sens. Mais je crois que la culture a pu utiliser cette fragilité dans le sens où la femme se dit, je peux rien faire sans un homme. Et du coup, elle se pense être... Oui.
Et Moins quand que je dis rien. rien faire sans un homme, c'est pas dans un sens péjoratif. D'accord. Donc cela peut juste encourager la femme à se dire, ok, s'il n'y a pas un homme, j'ai pas de valeur. S'il n'y a pas un homme, je peux pas faire ça. Alors tu oublies que réfléchis d'abord un peu. Est-ce que s'il n'arrivait pas que tu aies une aide extérieure, tu ne peux rien faire. Parce que au début, rappelle-toi d'accord. que c'est toi cette aide. Alors, bouscule-toi un peu et fais au-delà parce que tu peux faire doublement. Parce que tu peux réussir à être dans le ménage qui n'est pas une tâche facile. S'il vous plaît, cher homme, il y a le ménage où si on te plaçait... Donc, Facilement, il ne peut pas réussir. Facilement, il ne peut pas c'est plus réussir. c'est Voilà. Eh compliqué. bien, M. Mabson, ça Moi, je pense, s'oppose à ça ou je bien? pense que c'est limité aussi l'homme. Hein. Il y a des D'accord. hommes qui font du ménage aussi. Attends. Qui font C'est hyper bien. c'est vraiment l'exception et puis c'est Bon, à louer vraiment. on peut dire Nous qu'ils avons font le besoin ménage, de ces hommes mais vraiment pour les au moins, ils acclamer. peuvent le faire combien de temps par an? Oui. Bon, au fait, Tu moi, peux je, tenir. moi, je pense, au fait, la conclusion, j'ai pas beaucoup aimé la conclusion, D'accord. mais Oh là là. tout était beau dans le début là. Ok. Le ménage, c'est pas. Les ménages, en fait, on fait. On en D'accord. fait des fois, en fait, ça arrive. Vous dites 2 Moi- fois. Moi, je me souviens, en fait, partant d'un exemple personnel, D'accord. quand ma femme a accouché de notre deuxième enfant, Mhm. je me suis occupé du premier pendant tout ce temps-là. Ok. Et c'est un truc, c'est-à-dire, en fait, il y a des choses que nous avons, Mm. mais que nous ne voulons pas faire parce que je ne veux pas entrer trop dans le travail de quelqu'un d'autre. Mais si je trouve que la personne est indisponible, Ok. je peux le faire. Non, la Et alors, moi, complémentarité. je- Ah vais entrer, oui, je vais c'est entrer. juste la complémentarité Bien là. sûr, ouais. Je vais entrer dans ce côté où vous avez parlé d'une chose très nécessaire. Mhm. C'est par rapport au fait à ce temps-là où la femme, elle pense que sans l'homme, elle ne peut rien faire. Mhm. Ce que je pourrais peut-être rappeler aux femmes, c'est que avant même de rencontrer un homme, vous êtes seul. Vous écoutez très bien ça, Bien les sûr. femmes. Hein? Je pense Ouais, bien Ok. sûr. qu'elles écoutent très bien. Bien sûr. D'accord. Avant d'entrer dans un mariage, on n'est pas avec quelqu'un déjà pour dire ouais, lui, il va être avec moi durant toute ma vie, tout ça, ça. Non. D'accord. Pendant ce temps-là, tu prouves que tu es, comme on voit un peu, la femme capable, la femme battante, voilà un peu tout ça. La femme, elle peut vraiment faire beaucoup de choses, mais je crois que si elle arrive à se limiter, c'est parce que, au fait, il y a un peu ce petit côté aussi, je veux dire, un peu le petit côté oisif, un peu de la paresse aussi, dans beaucoup de choses. Mhm. Dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'étudier pour moi, tout ça. Bon, là, Mais- c'est pas ça. Non, c'est ça qui est... Toutes les femmes, déjà d'une manière statistique, si on peut voir un peu la statistique du monde aujourd'hui par rapport au peuple, les hommes c'est autour de 3 milliards. Non, vous pouvez continuer. Les hommes c'est un peu autour de 3 milliards d'hommes, alors que les femmes c'est au-delà de 5 milliards. Non, C'est-à-dire que toutes les femmes n'auront pas de mari. Ah, non, 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 non. Celles qui rêvent trop pour dire Cette qu'elles analyse. il y a quelqu'un qui étudie pour elles. C'est- Faut pas beaucoup rêver les Donc, femmes. elles devraient se battre d'abord uniquement Bien pour sûr, elles-mêmes. battez-vous, changez le monde autour Oh de là vous. là. Oui, c'est pour cela. Ça, c'est un devoir qu'on nous donne. Hein. Bah ouais. Ah, en, En tout tout cas, cas- chers téléspectateurs, Monsieur Mabson nous donne un devoir. Travaillons sur nous-mêmes. Ça se comprend alors. Alors, pour un peu finir avec cette émission, nous allons avoir la dernière chance. Si vous aviez un message à donner, à adresser aux hommes et aux femmes, pour construire une société équilibrée, comment est-ce que nous devons vivre pour maintenir cette relation entre hommes et femmes? Parce qu'on comprend bien, c'est tout un débat. Je vais m'appuyer sur ce que Madame Nicole a dit à un moment. D'accord. En fait, les hommes ne doivent pas regarder les femmes comme des adversaires, en fait. Non, Et ouais. vice-versa. Les deux doivent savoir qu'ils sont partenaires Mm. et qu'ils sont faits pour aller ensemble, pour fabriquer la société ensemble, pour la solidifier, D'accord. pour nourrir les valeurs ensemble et demander aussi de ne pas vraiment abuser trop avec beaucoup de demandes. Parce que quand c'est beaucoup de... Quand on demande beaucoup de droits, parfois on en abuse. Ouais, Et c'est- on arrive au fait à demander ce qu'on ne peut pas demander. Acceptons chacun sa place dans la société, marchons ensemble, allons plus loin. Parce que quand on veut courir seul, on arrive vite, mais quand on veut aller loin, on marche ensemble.
D'accord, merci beaucoup. C'est question de ne pas se laisser dans la victimisation, mais aussi que les hommes aussi comprennent que les femmes ne sont pas leurs adversaires dans ce sens-là. Alors, Madame Vévoya, vous aussi, vous auriez un conseil à donner pour que nous puissions avoir cet équilibre. Merci. Déjà, En fait, si je dois dire, je ne vais pas aller loin D'accord. de Monsieur Mapson. Je dirais vraiment, Dieu nous a créés différents, mais il nous a créés complémentaires. D'accord. Nous n'avons pas à voir, la femme n'a pas à voir l'homme comme une menace et l'homme n'a pas à voir la femme comme une menace. Donc, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire en sachant que si la femme respecte l'homme, l'homme respecte la femme, nous allons créer une société qui est forte, une société où ensemble nous valorisons mutuellement et nous travaillons effectivement pour que l'autre puisse atteindre la meilleure version de lui-même. Et quand l'autre aussi est là, entre dans la vie de l'autre pour qu'il puisse l'aider à pouvoir être cette meilleure version de lui-même, nous allons militer pour que nous puissions nous voir émerger mutuellement et cela va nous aider tous à pouvoir être épanouis et ça fera aussi la gloire de Dieu. Ah ouais. Merci beaucoup à nos invités pour cet échange riche et passionné. Le débat sur la place de la femme et de l'homme, ça reste ouvert. Mais une chose est certaine, le respect, le dialogue et la compréhension mutuelle sont très nécessaires pour construire une société durable et harmonieuse. Merci de nous avoir suivis sur Kwetu News TV. À la présentation, j'étais Dorcas Temeré Kilima. À très bientôt pour la prochaine émission.